passer au point important pour ce soir. Philippe, présentation et débat sur le rapport d'orientation budgétaire, exercice 2018. Alors, on va déjà parler du contexte national avant de parler de la commune à ce qu'on va en parler. La croissance en zone euro se consolide. En 2017, la zone euro a jusqu'ici bénéficié de l'accélération du commerce mondial, d'une inflation encore relativement faible et d'une politique monétaire toujours accommodante, facilitant l'accès au crédit. Cependant, le retour de l'inflation est passé en 2007 de 0,2 à 1,5 en 2017, devrait se maintenir en 2018 autour de 1,5%. Selon les prévisions, la croissance de la zone euro pourrait ainsi atteindre plus 2,4% en moyenne, après 1,8% en 2016. La croissance pourrait s'affaiblir lentement pour atteindre en moyenne 1,9% pour 2018, dès lors que les facteurs qui soutiennent jusqu'ici l'activité se dissiperont. Les 19 pays de la zone euro affichent une croissance positive au troisième trimestre 2017, comprise entre 0,25 pour le plus faible à 1,7 pour le plus haut. En France, cette croissance est plus modérée que dans les autres pays de la zone euro, mais malgré tout régulière depuis 4 trimestres. Dans le détail, au niveau de l'inflation, à l'instar de la zone euro, la croissance française continue de bénéficier de certains facteurs favorables malgré le retour de l'inflation. En dépit du ralentissement de mai à juillet 2017, l'inflation poursuit sa remontée progressive, portée par le rebond du prix des pétroles, de sorte qu'en moyenne sur l'année, l'inflation en 2017 devrait atteindre 1%. Un niveau bien supérieur à 2016, qui était à plus 0,2, mais qui demeure modéré et ne pèse que faiblement sur le pouvoir d'achat. Pour 2018, l'inflation sera en moyenne à 1,2%. Concernant les chiffres du chômage, la baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu, car elle conditionne la prudence des ménages, comme en témoigne le taux d'épargne assez élevé, à 14,5%. Après avoir atteint un pic mi-2015 à 10,6%, le taux de chômage a baissé jusqu'à 9,5% en mai 2017, avant de reprendre légèrement une hausse pendant l'été à 9,6%, suite à la fin de la prime d'embauche accordée aux PME et à la réduction des emplois aidés. On aura l'occasion d'en reparler. Depuis, le taux de chômage est reparti à la baisse, atteignant 9,2% en novembre, et en décembre 2017, pour l'ensemble des catégories et dans la France entière, le nombre de chômeurs atteint 6 614 400 personnes, contre 6 606 600 en novembre. C'est une légère augmentation de plus 0,1% sur un mois. En revanche, le quatrième trimestre 2017, on constate que le taux de chômage en France connaît une baisse de 0,7 points sur 3 mois. Il s'élève désormais à 8,9% de la population active. Un graphique qui explique tous ces chiffres juste après. Au niveau des finances publiques dans le contexte national, le redressement des finances publiques en 2016 a été de 3,4% du produit intérieur brut, contre 3,3% initialement usagé dans la loi de programmation des finances publiques. Grâce à une croissance contenue des dépenses, les prélèvements obligatoires sont restés stables à 44,4% en 2016. Le premier projet de loi de finances du quinquennat du nouveau gouvernement réaffirme la volonté de respecter les engagements européens en matière de finances publiques en abaissant le déficit public en dessous du seuil de 3% du PIB à moins 2,9%. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à cette baisse-là, c'est que l'effort, contrairement à ce qu'on vient de nous faire entendre, l'effort est porté une nouvelle fois par les collectivités locales et par les administrations de sécurité sociale, puisqu'on s'aperçoit sur la période de 2017 à 2022, les dépenses de l'État vont continuer d'augmenter. Ça, c'est une chose qu'il faut préciser. Loi de programmation des finances publiques sur la période 2018 à 2022. Concours financiers de l'État aux collectivités locales. Les montants annuels maximum des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales sont fixés pour le quinquennat de la manière suivante. 48,11 milliards en 2018, 48,09 milliards en 2019, 48,43 milliards en 2020, 48,49 milliards en 2021, 48,49 milliards en 2022.
Autrement dit, ça ne bougera pas dans les cas. Contexte national, à nouveau, toujours la loi de programmation des finances publiques, des mesures contraignantes sur l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et sur l'évolution du besoin de financement annuel. La contribution des collectivités locales au solde des administrations publiques pour l'année 2022 est fixée à 13 milliards. Cet objectif nécessite une diminution annuelle de besoins de financement des collectivités de 2,6 milliards par an. 5 fois 2,6 milliards, on arrive effectivement aux 13 milliards. Cette contribution doit être portée sur les seules dépenses de fonctionnement, dont l'évolution doit être appréciée en fonction d'une trajectoire tendancielle de la dépense locale fixée à 1,2% par an. Donc les collectivités ne doivent pas, a priori, augmenter leurs dépenses d'une année sur l'autre au-delà de 1,2% par an. Cette évolution, qui s'entend inflation comprise, est calculée en tenant compte des budgets principaux et annexes. Donc c'est bien gentil de nous préconiser ça, mais la commune de Saint-Patus n'a pas attendu qu'ils nous le disent pour qu'on le fasse. On va le voir un peu plus tard dans les tableaux suivants. Les prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités s'élèvent à 40 milliards. Ils sont en diminution de 9,1% par rapport à la loi de finances 2017. Cette diminution correspond principalement au transfert de la fraction de TVA aux régions de 4 milliards 100 millions en lieu et place de leur dotation globale de fonctionnement à compter de 2018. Le montant global de la DGF fixé à 27 milliards pour l'année 2018, elle était de 30 milliards en 2017, s'en trouve bien évidemment affecté. Ce montant résulte également d'un amendement de 95 millions d'euros pour financer la moitié de la correction des dotations de péréquation verticale. La péréquation verticale consiste pour l'État à répartir équitablement les dotations qui versent aux collectivités territoriales. La dotation globale de fonctionnement en est le principal instrument. Il y a également un amendement de 1 million au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence, appelé FLARU, une majoration de 30 millions liée à l'augmentation de la DGF effectivement répartie en 2017 par rapport à la RFI du fait des cas de DGF négative et d'une diminution de 1,6 million liée au choix de 3 départements de recentraliser les compétences sanitaires. Également de la prise en compte du regroupement des 2 départements corse et de la collectivité territoriale de Corse en une collectivité territoriale unique au 1er janvier 2018. La baisse des PSR est minorée par un nouveau prélèvement de 18 millions d'euros au profit de la collectivité territoriale de Guyane. Et la péréquation horizontale au sein du bloc communal, il y aura donc le maintien du FPIC, Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sur 2018, pour un montant total de 1 milliard. Il y aura une légère hausse du Fonds de solidarité Région Île-de-France pour un total de 330 millions. Une augmentation de la DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, de 50 millions. Son montant atteindra 1 milliard 046 millions. Et le FCTVA, quant à lui, estimé à 5 milliards en 2018 est en hausse de 87 millions par rapport à la loi de finances 2017. Cette estimation tient compte du niveau d'investissement constaté et prévisible des différentes catégories de collectivités sur les années 2016, 2017 et 2018. Ensuite, le dégrèvement de la taxe d'habitation. Cette taxe est due par les contribuables occupant un logement au 1er janvier de l'année, que ce soit leur résidence principale ou secondaire. Le gouvernement souhaite dispenser 80% des ménages du paiement de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Pour ce faire, la loi de finances instaure dès 2018 un dégrèvement progressif sur les 3 années à venir sous conditions de ressources. Les ménages remplissant ces conditions de ressources bénéficieront d'un abattement de 30% de leur cotisation de taxe d'habitation de 2018, puis de 65% sur celle de 2019, avec pour objectif d'atteindre les 100% en 2020. Alors, les prévisions sur la commune donnent pour l'instant, d'après les chiffres de l'État, 71% des familles de la commune qui verront donc la première partie des dégrèvement, c'est-à-dire 30%. Le détail que je viens de vous donner, c'est donc c'était la baisse des 9,1% qui représente un chiffre un peu plus de 4 milliards. Le contexte local, concernant les perspectives 2018 pour la commune de Saint-Patus.
Le Fonds de solidarité Île-de-France, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation devraient légèrement progresser en 2018. Pour ce qui est de la dotation forfaitaire, elle sera quant à elle stable à périmètre égal. On a eu quelques chiffres, en fait, la DGF va augmenter de 4 000 euros. Non, mais c'est un lapsus. Entre les souhaits et la réalité, c'est pas tout à fait. Toutefois, ces évolutions ne suffiront pas à combler le montant de la dotation de solidarité communautaire, qui elle va disparaître pour l'exercice 2018, ce qui correspondrait à un montant de 114 064 euros, ainsi que la baisse du SPIC, Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, qui devrait baisser à hauteur de 70 000 euros. Ça, c'est que des prévisions parce qu'on n'a pas les chiffres définitifs. Ensuite, là vous avez l'exécution du budget 2017, donc c'est des chiffres effectivement arrêtés au 16 février 2018, donc ils ne sont pas totalement définitifs, et ça va se modifier à la marge. Globalement, on en est là, avec des dépenses cumulées à hauteur de 8 408 000 pour des recettes à 9 348 802. On constate dans ce tableau qu'on a en termes de recettes un montant assez important de reste à réaliser, à reporter sur 2018, mais ça ce sont toutes les dotations et les aides liées aux constructions, notamment du pôle culturel, et qui sont en retard. L'État met un peu de temps à nous régler ces sommes qui nous doivent. L'exécution budgétaire 2017, donc bilan de la section de fonctionnement. Donc, concernant les dépenses, on s'aperçoit qu'il y a une stagnation, une diminution, voire une stagnation au niveau des dépenses. En 2014, on était à 5 509 000. En 2017, on est toujours à 5 500 000. Les recettes, quant à elles, ont été stables sur les 2014, 2015, 2016. Et l'augmentation de 2017, ça a été l'augmentation du versement du Fonds de solidarité Île-de-France lié au découpage de l'interco, puisqu'on reconnaît à nouveau une commune dites pauvres. Donc, après exécution budgétaire, évolution des dépenses de 2014 à 2017, donc on s'aperçoit que les charges à caractère général, les charges à caractère général, on y retrouve donc des dépenses courantes. Les charges à caractère général sont essentiellement constituées des achats de fournitures, des fluides, pour l'électricité et le carburant. Les dépenses d'entretien, elles sont en baisse sur 2017 en raison notamment d'un certain nombre de travaux d'électrification qui ont été basculés en investissement. Le fait qu'il n'y ait plus de dépassement de photocopie également par rapport aux différents contrats, donc a amélioré aussi cette dépense. La baisse des dépenses d'éclairage public liées au marché à la performance énergétique qui est en place sur la commune. Et le nouveau marché de la téléphonie également permettent de faire diminuer ces dépenses à caractère général. Les charges personnelles, elles, sont en hausse par rapport à 2016, notamment en raison de l'augmentation du point de l'indice en février qui a été augmenté de 0,6%, et également le reclassement et la refonte des grilles indiciaires. On a eu également une augmentation de versement transport pour les communes d'Île-de-France, puisqu'on est passé de 1,5 à 1,6%. Et nous avons également, sur l'année, donc en année pleine, renforcé notre service police municipale avec le recrutement d'un PM et d'un ASVP. Les charges financières se sont stabilisées et c'est également en lien avec les négociations de frais que nous avons fait l'année dernière. Donc là, on s'aperçoit sur l'ensemble de nos dépenses budgétaires, des dépenses de fonctionnement, on est passé de, je ne sais pas si on veut dire malheureusement ou heureusement, de 5 873 000 à 5 500 000 euros en 2017.
Ensuite, nous arrivons aux recettes de fonctionnement, où là, on a enregistré une baisse en 2016, comme vous l'avez dit, liée à l'Interco, et une remontée en 2017, toujours liée à ces modifications. Donc les recettes de fonctionnement, ils sont constituées de quoi? On y retrouve les produits de service, les redevances et produits de service, donc c'est tout ce qui est cantine, centre de loisirs, études, les produits d'imposition, donc la taxe d'habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti, la taxe sur l'électricité, donc qui s'appelle en fait la taxe sur la consommation finale d'électricité, c'est sur vos factures, vous en payez un petit bout à chaque facture que vous avez. Des taxes assimilées, donc ce sont les droits de mutation. Donc il y a des ventes de maisons, il y a des divisions par exemple, ça rentre là-dedans. Dotation de solidarité communautaire, attribution de compensation. On y trouve également le fonds de solidarité région Île-de-France, les aides versées à l'embauche par rapport aux contrats aidés et des contrats d'avenir, mais également la subvention de la CAF, la DGF, la dotation de solidarité régionale rurale et la dotation nationale de péréquation. Ensuite, nous avons l'exécution budgétaire 2017 concernant la section d'investissement. En matière d'investissement, les plus importants sur l'année 2017 correspondent aux travaux du pôle culturel. En parallèle, la collectivité a poursuivi ses investissements en matière de travaux d'éclairage public, de travaux de voirie et d'équipements en tableau numérique dans les 2 écoles. Le tableau suivant donne une photographie de l'encours de la dette sur les années de 2015 à 2021. Il a vocation à diminuer du capital ressendu d'un peu moins de 400 000 € par an, puisque c'est ce qu'on rembourse chaque année. Il y a une petite erreur dans un des tableaux. Alors, annuité 2016, c'est pas 2 552 000, c'est 552 000, il y a un 2 en trop. Faute de frappe. Je suis pas sûr, c'est quand on avait fait la renégociation, justement, il y avait eu ce remboursement qui avait été fait. Ah, exact. Alors, Exact. c'est pas une erreur, c'est la discussion qu'on avait eue l'année dernière, c'est le calcul au 31 décembre où on remboursait pour la renégociation, et c'est pour ça Et on avait l'apport l'année suivante. Bien coup de pas. Les grandes orientations budgétaires 2018 concernant les dépenses de fonctionnement. On continue donc à faire maîtriser les dépenses de caractère général, puisqu'on va passer de 1 924 000 à 1 759 000. Les charges personnelles vont progresser légèrement. Sinon, globalement, les dépenses passent de 6 258 000 à 6 113 000. Concernant les recettes de fonctionnement, on s'aperçoit qu'il y a une baisse significative de ces recettes. On passe de 6 881 000 à 6 280 000. Alors, le budget de fonctionnement va se trouver impacté par la baisse de certaines recettes. Les orientations restent globalement identiques aux années précédentes, avec une vigilance de tous les instants. Nous prévoyons une diminution des impayés liés aux cantines, centres de loisirs, etc. Il faut savoir qu'il y a un gros travail qui a été déjà effectué l'année dernière par les services, puisqu'on est passé, on a réduit en cours des impayés, on est passé de 69 000 € à 44 000 €. Et au 1er janvier 2018, on a changé de trésorerie. Et avec la trésorerie de Clé-Suilly, on va déployer d'autres axes également pour accentuer ce phénomène de baisse. Les dépenses de personnel devraient connaître une hausse mécanique en 2018, liée notamment à la hausse, comme chaque année, des cotisations, aux avancements de grade et d'échelon, au recrutement d'un policier municipal et à l'arrivée d'un nouveau directeur enfant jeunesse à partir du 23 avril. Une place prépondérante est donnée à la jeunesse par le biais du point information jeunesse, le point accueil jeune et les accueils de loisirs. Au niveau des écoles, la commune versera, comme sur l'année 2007 et même les années précédentes, la somme de 47 € par enfant scolarisé.
Au niveau des recettes, il y aura une légère augmentation des dotations de péréquation versées par l'État, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais qui ne compensera malheureusement pas le versement de la dotation de solidarité communautaire qui va elle disparaître. Et la collectivité ne comptera pas l'effet d'imposition cette année encore. Il y aura une augmentation des tarifs des services périscolaires en lien avec la l'inflation. Concernant le budget d'investissement, on aura des investissements prévus à hauteur d'1 790 227 € en 2018 pour des recettes de 932 311 €. C'est toujours sur 2018. L'investissement majeur pour 2018 sera la finalisation des travaux du pôle. On continuera donc de privilégier également les travaux en régie. Nous proposerons également en investissement les travaux de rénovation dans les écoles, les travaux de voirie, poursuite du marché à performance énergétique, les différents achats de matériel pour les écoles, pour les services techniques, etc. Ça, c'est ce qui concernait donc le budget principal, et on a également un dernier tableau relatif au budget annexe pour le centre médical. Là, c'est relativement succinct, c'est assez simple. Les dépenses de fonctionnement sont constituées des charges courantes pour l'électricité, le téléphone, l'entretien des locaux, Internet. Les recettes de fonctionnement, elles, sont constituées simplement par les loyers civils des praticiens. Les dépenses d'investissement sont constituées du solde de travaux de création du centre médical, donc ça c'est ce qu'on avait vu l'année dernière. Et les recettes d'investissement, elles, sont constituées du dépôt de garantie des loyers, du montant de récupération de la TVA des travaux de création du centre médical, qui ont été donc en accord avec la trésorerie, transférés en interne en 2016 du budget principal. Et juste en dessous, vous avez le tableau récapitulatif du portage foncier qu'on avait fait en 2017, sachant que ce portage sera remboursé donc l'année prochaine, comme il était prévu. Et comme on vous le signale au niveau de l'Astérix, les montants pourront être légèrement supérieurs en fonction de la date prévue de remboursement. Voilà, voilà la présentation du rapport d'orientation budgétaire de l'année 2018. Vous avez la parole pour des commentaires ou des... Ça sert à rien qu'on vous demande le détail des investissements qui vont être prévus, si vous ne les donnez jamais. Ça sert à rien, on va carrément passer ces détails-là. Seulement, juste, on va quand même mettre en exergue certains points, un point que vous avez soulevé concernant les dépenses de fonctionnement. Notamment, vous allez encore augmenter les tarifs des services périscolaires, en corrélation avec l'inflation bien sûr. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas également augmenter la dotation que vous attribuez par enfant aux écoles? Merci pour vos remarques. Il y en a d'autres? En fait, c'est plus général ma question, parce qu'il y a des choses que je ne saisis pas. L'an dernier, le rapport d'orientation budgétaire nous présentait des mesures qui avaient été prises, et j'ai noté notamment celles en faveur des écoles. J'ai noté les traditionnels travaux de peinture, l'équipement pour les cantines, avec des scènes notamment photographiques, l'installation d'Internet dans les deux écoles, et le développement d'une nouvelle structure en faveur de la jeunesse, à savoir le fonds de jeunesse et le fonds de culture. Vous nous avez dit aussi, à l'instant, que des équipements en tableau numérique dans les deux écoles avaient été faits sur l'année 2017. J'ai été assez surpris de ce point parce que, à ma connaissance, à l'exception des travaux de peinture dans les deux écoles, aucun des sujets mentionnés n'a été fait en ligne. Strictement aucun. À tel point qu'à y réfléchir, je me suis même posé la question à savoir s'il n'y avait pas tout simplement un changement d'orientation politique en ce qui concerne l'enfance et la jeunesse. Donc ma question en fait est assez simple, c'est quelle est notre ligne politique enfant-jeunesse sur la ville de Saint-Denis? Alors, vous pourrez aisément, Jean Ludovic, en demandant les documents
et en les obtenant comme le groupe Ensemble pour Sympathus, au moment du c'est pas vrai, vous signez les papiers à chaque fois qu'on vous les donne. Donc si je peux terminer ma phrase, vous pourrez parler après. Vous pouvez demander le compte administratif et vous pourrez éplucher l'ensemble des factures et vous verrez qu'il y a eu des achats de matériel informatique, même si ce ne sont pas des tableaux à proprement parler. Il y a des renouvellements d'utilité, il y a eu des opérations de maintenance, voilà, tout un tas de choses. Vous aurez l'occasion de pouvoir l'étudier tranquillement à tête reposée, puisque le sujet de ce soir, ce sont les grandes orientations, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Concernant ce que vous disiez tout à l'heure, sur les documents que vous n'avez pas, c'est faux, les documents vous les avez systématiquement. Vous avez l'ensemble des documents qui vous sont... c'est la même rengaine chaque année, donc on ne va pas revenir dessus. Vous avez l'ensemble des documents qui vous permettent de travailler. Il faut juste travailler après à côté. Est-ce que vous pourriez juste répondre à ma question Non, il n'y a pas de changement d'orientation politique. Est-ce que c'est votre question? J'y réponds, il n'y a pas de changement d'orientation politique dans les écoles. Et ma question n'était pas de savoir s'il y avait un changement ou pas. C'est ce que vous avez posé comme question. Non, du tout. Ah si, c'est ce que j'ai posé comme question il y a 2 minutes. Non, la question était très claire, c'était quelle est la politique enfant jeunesse de la ville? En fait, c'est ça. Alors, on est dans le rapport d'orientation budgétaire, on n'est pas dans ce sujet-là, elle n'a pas changé, vous la connaissez très bien, puisque de mémoire, vous l'avez menée pendant quelques années, juste il y a quelques mois. Le problème, c'est que des choses ont été actées l'an dernier. Du vote ont eu lieu sur ces propos et rien n'a été fait. Donc, il y a une différence entre dire des choses et mener une politique. Tout à fait, c'est votre point de vue. Merci d'avoir exposé. C'est pas mon point de vue, c'est pas mon point de vue. C'est ce qui a été fait. Parlons de l'équipement Internet dans les écoles, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je pense que c'est des questions qui nécessitent des réponses. Je vous ai répondu. Vous ne m'avez pas répondu du tout. Je vais répondre à la réponse concernant l'équipement Internet dans les écoles. Est-ce que les enfants qui ont des tableaux numériques, est-ce qu'ils ont Internet pour pouvoir s'en servir pleinement? Je vais essayer d'être le plus clair possible. Quand on fait un budget, on fait des prévisions de dépenses. D'accord ? Donc on imagine un certain nombre d'équipements et d'investissements. Il y a des choses qui ont le temps de se réaliser, des choses qui n'ont pas le temps de se réaliser. Oui, effectivement, il a toujours été inscrit, et ce sera encore inscrit cette année. L'exercice budgétaire fait que, dans le détail, il y a des choses que l'on arrive à réaliser dans l'année, des choses qu'on n'arrive pas à réaliser. C'est d'ailleurs en particulier pour cela, et je vais renvoyer la balle à l'État, c'est que si nous n'avions pas autant de restes à réaliser et plus de 600 000 euros de retour de subvention sur des dépenses que nous avions faites, qui avaient été faites en temps et en heure, ce sont des choses que nous aurions eu le temps de faire sur l'exercice budgétaire précédent. Donc c'est pas parce que vous ne les voyez pas apparaître comme cela qu'elles sont oubliées ou qu'elles sont abandonnées. Si vous êtes en capacité à lire un budget et ce qui vous a été présenté par Thierry juste à côté, vous auriez dû noter ces 600 000 euros et vous apercevoir que moins ces 600 000 euros là qui vont bientôt rentrer en trésorerie, on aurait peut-être pu faire des choses que l'on n'a pas forcément essayé de faire. Il n'y a pas que les tableaux numériques, il y avait plus de travaux de voirie qui n'ont pas pu être faits, il y avait plus d'autres choses qui n'ont pas pu être faites, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne portez pas de jugement hâtif avant la fin de l'exercice complet, puisque la fin de l'exercice complet, c'est le compte administratif et le compte de gestion qui vous sont présentés généralement, soit au conseil du vote du budget si le trésorier a eu le temps de nous le renvoyer, soit le conseil municipal d'après, et c'est un document que vous pouvez demander, que vous demandez chaque année et que vous avez, parce qu'à chaque fois je vous fais signer un certificat comme quoi vous avez bien le document et que vous me le signez. Donc ce document, vous l'avez bien, et je le donne d'ailleurs en conseil municipal, de façon à ce que ce soit filmé et que les gens voient que vous avez le document. Voilà. J'en serais bien d'accord, monsieur le maire, s'il n'y avait qu'un point concerné. Le problème, c'est que quasiment tous les points sont concernés, notamment le PIGE. Le PIGE qui est un élément structurant de notre ville. Le PIGE est ouvert et fonctionne dans les modalités dans lesquelles vous l'avez présenté. La fréquentation du PIGE. Posez-moi et demandez-moi des rendez-vous ou des questions ou en réunion de travail des statistiques, je vous donnerai des statistiques. Là, ce soir, je ne suis pas en capacité de vous répondre. Si vous aviez eu la gentillesse et l'intelligence de me poser les questions avant, j'aurais pu y répondre, j'aurais pu les préparer.
Là, la problématique, c'est que vous arrivez avec vos choses toutes faites et vos envies toutes faites de dire un certain nombre de choses qui sont fausses et qui ne sont pas corroborées par les faits. Donc, je suis très clair. Je vous ai donné la réponse. Sur les statistiques de présentation du PIGE, je ne vous les donnerai pas ce soir, je ne les ai pas. Donc je vais les demander et je vous les communiquerai la prochaine fois. Faites-moi une demande écrite et je vous la donnerai la prochaine fois. Voilà ma réponse sur cette question et on passe aux questions suivantes. Sinon, je vous fais prendre acte que le débat ait lieu. Une place prépondérante est donnée à la jeunesse par le biais des points d'information jeunesse. C'est ce qui est marqué. Je ne suis pas venu avec une question sortie de nulle part. Aujourd'hui, le PIGE a accueilli 0 personne. Il n'a pas été soutenu. C'est bien, vous êtes mieux renseigné que moi. Alors, je vous ai dit que je ne vous répondrai pas sur cette question. Donc maintenant, on s'arrête là. Il y a une autre question ici. Je réponds à la question là et on passe à la suite. N'existe pas. Madame Moine. Le PIGE de Saint-Patu n'existe pas. Il suffit de téléphoner au CIG. Voilà, s'il vous plaît, il y a un autre point. Téléphonez au CIG 77, le dossier n'a pas été... M'obligez pas à user de mon pouvoir de police, je vous ai répondu, vous m'avez posé une question. Je ne suis pas en capacité à vous répondre sur ce conseil-là, puisque vous n'avez pas eu la gentillesse de me poser la question avant. Donc ne cherchez pas, vous êtes là pour chercher l'incident. C'est très bien, monsieur Landrier, que vous occupiez de la vie de la commune. Ça fait 1 an qu'on ne vous a pas vu. Ça fait 1 an que vous avez disparu des radars. Donc soyez gentils de revenir et de reprendre vos dossiers. Et quand vous aurez travaillé vos dossiers, je répondrai à vos questions. Il n'y a aucun problème. Madame Moine, allez-y, si vous avez encore une question. Et ensuite, on passera au vote. Juste faire une remarque. Tout à l'heure, on a voté le PV du conseil municipal du 18 décembre. Dedans, il y a bien noté concernant le débat. Madame Moine demande quand va lui être mis le détail des investissements demandés lors du dernier conseil municipal. Monsieur Pinturier répond que le détail lui sera donné comme chaque année au moment du vote administratif. Ce qui veut dire que nous, on aura les investissements une fois que le compte et la comptabilité sera close et qu'on ne pourra plus agir. Vous aurez ce que la loi autorise. C'est pas moi qui fais les lois. Je n'appelle pas ça donner des documents. C'est pas moi qui fais la loi. Le compte administratif, tant qu'il n'est pas voté par le conseil municipal, n'est pas un document opposable. Donc on ne peut pas transmettre un document, même à un conseiller municipal. Ça a été, il y a des jurisprudences, ça a été voté par les tribunaux administratifs. Voilà, donc c'est tout. Tous les conseillers municipaux doivent avoir exactement la même oui, information. mais vous avez de nombreuses lois qui s'entrechoquent et qui sont mal faites. C'est pas moi qui fais les lois. Donc vous l'avez chaque année. D'ailleurs, de toute façon, si vous n'étiez pas d'accord avec cela, vous n'hésiteriez pas à aller au tribunal, puisqu'à chaque... Allez-y, je ne coupe pas votre micro. On n'a pas les documents. Mais à chaque fois que vous êtes allé au tribunal pour dire que je ne respectais pas la loi, à chaque fois vous avez perdu. Chaque fois vous avez perdu. Ça veut dire que je respecte la loi. Voilà, c'est tout. Point à la ligne. Voilà, c'est tout. Alors, donc, on ne fait pas un vote sur... Oui, allons-y. Vous échangez, je peux la mettre de côté. Alors, c'est... Donc c'est une question principalement sur le culturel en fait. Vous indiquez que l'investissement majeur sur l'année 2018 et les années d'avant, en l'occurrence, sera la finalisation du travaux du pôle culturel. Donc on va avoir un élément structurant pour la ville. Donc il y a de nombreuses actions concrètes qui ont été faites jusqu'à maintenant sur la bibliothèque, sur les expositions qui sont des vraies réussites, il n'y a pas de problème là-dessus. La petite question que je me pose, c'est quelle va être l'influence du pôle culturel sur l'avenir, sur la politique générale culturelle de la ville. Alors on vous en parlera en temps utile quand le pôle sera finalisé. On était sur les prévisions, la question il y a une commission qui est en train de travailler dessus, sur la mise en route. La finalisation des travaux est prévue pour juin, donc la saison culturelle ne va pas démarrer avant septembre. Il y aura certainement des choses dedans avant, mais qui seront ponctuelles. Donc on a encore toute cette année pour travailler et on reviendra vers le conseil municipal. La commission reviendra pour faire prendre des délibérations et expliquer quelle sera la politique culturelle. Pour l'instant, je ne suis pas en capacité de vous répondre. D'accord. Il y avait deux petites questions en fait, à l'intérieur de ça. Donc déjà, c'était un long terme. À long terme, qu'est-ce que ça va donner d'avoir un élément structurant aussi important? C'était un long terme, je parlais pas de la programmation à long
Je vois pas ce que... Quand on a un élément comme ça, on prévoit une saison Qu'est-ce que ça culturelle. va changer par rapport à ce qu'on a actuellement en fait? C'est plutôt ça ma question. Je me demande si Bah, ça va nous permettre de développer l'offre culturelle. Aujourd'hui, elle est assez minimaliste. De donner un certain nombre d'éléments, en particulier les locaux, qui sont des locaux un peu plus décents que ce qu'il y a aujourd'hui, puisque à la fois l'atelier de peinture, qui est logé dans des locaux tout petits en haut de l'ancienne mairie, à la fois l'école de musique qui est dans des locaux tout bonnement insalubres, que je ne souhaite qu'une chose, c'est que je puisse fermer, ainsi que la chorale. Voilà, donc l'attrait principal, c'est d'avoir un élément structurant qui nous permette d'abord d'accueillir ces associations-là et de développer leur offre, parce qu'aujourd'hui, c'est des associations qui sont sclérosées dans leur nombre d'adhérents par manque de place et par manque de locaux. Et puis derrière, c'est de favoriser la possibilité de faire des expositions qui étaient quand même assez restreintes ici. Le lieu sera plus important et de le développer, et à la fois des concerts, une saison culturelle classique. Prenez l'exemple, alors elle ne sera pas aussi fournie et aussi généreuse que celle du Théâtre du Luxembourg un mot, mais voilà, vous pouvez prendre exemple sur les types de manifestations qui sont prévues et qui sont organisées là-bas. On aura un équipement qui nous permettra d'avoir ici ce même type de manifestation, sachant qu'il a été prévu et piloté, vous le savez, depuis le début, de façon extrêmement polyvalente, et qu'à l'intérieur, il y aura aussi, par exemple, la possibilité de faire du cinéma, donc ça va intéresser nos centres de loisirs, ça va intéresser nos écoles, etc., etc., etc. Voilà. Les aider, enfin, toutes les couches de la population. Puis rendre service aussi à la population qui se plaint justement de ne pas avoir d'autres activités qui réclament une vie qui bouge avec des choses pour un petit peu diversifier. Et justement, ce pôle culturel va permettre de diversifier les activités pour les pâtussiens et apporter une richesse aux pâtussiens. C'est quelque chose qui est très attendu par les pâtussiens, justement. Alors, le deuxième volet, c'est comme l'inauguration va se faire en mois de juin, qu'est-ce qui est prévu en termes de personnel au sein des... Alors, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a une commission qui est en train de travailler à l'intérieur. Pour l'instant, on est en incapacité complète de vous dire comment exactement on va fonctionner. On a des pistes de travail, on a des prévisions qui ne sont pas suffisamment abouties pour les présenter, puisque à chaque fois qu'on dit quelque chose, hop, tout de suite c'est pris et c'est généralement diffusé, rapporté avec des modifications. Donc, quand on sera prêt pour exposer les choses et que ce sera figé, on le fera. Pour l'instant, on le fait pas. Je posais la question, c'était principalement sur le budget de fonctionnement. Si on n'a pas prévu d'augmentation dans le budget de cette année, c'est que sur cette année, il y aura probablement pas d'impact sur le budget. Il n'y aura pas d'impact sur le budget cette année. Il y aura un impact sur les... Vous posez la question, je vous réponds. Je vous dis, il n'y a pas d'impact. Pour le moment, ça sera... Il n'y aura pas d'impact pour le moment. Voilà. Mais je vous rappelle qu'on est dans une prévision budgétaire avec des dotations qu'on ne connaît pas, et que comme chaque année, comme systématiquement au fil du temps, on prévoit un budget extrêmement serré en début d'année avec des recettes à minimum. On sait pertinemment qu'on aura d'autres recettes qui seront peut-être plus importantes dans l'année, et au gré des différentes décisions modificatives, si à ce moment-là on a la possibilité, c'est dans les décisions modificatives que vous verrez les choses apparaître. Sur le budget de fonctionnement aussi, on le rentre. Tout à fait. Du coup, moi, j'avais aussi également une question, même un point aussi. Du coup, quel est le montant estimé du budget de fonctionnement concernant le pôle culturel sur une année complète? Vous l'estimez à combien? Je ne vous dirai pas. Je viens de vous expliquer que les choses ne sont pas figées et que je vais répondre la même chose. Et vous allez faire éventuellement des économies pour pouvoir les financer. Première question. Et deuxième point et remarque, vous avez dit qu'il y avait une commission concernant la politique culturelle. C'est pas plutôt un groupe de travail entre élus majoritaires? Parce qu'en tout cas, il n'y a jamais été convié. Eh ben, les commissions obligatoires, vous y êtes. Hein, ce sont les commissions CCS et les commissions d'appel d'offres. Et je ne vais pas revenir dessus, vous savez très bien quelle est ma position. Vu l'attitude de votre groupe d'opposition depuis le début, on a dit qu'on ne ferait pas de commission. Et donc après, rien ne vous empêche, vous, de faire des commissions à l'intérieur de votre association et de faire des propositions.
Mais depuis quelques années, j'en ai jamais vu aucune dans aucun domaine, que ce soit les finances, que ce soit la culture, que ce soit le social, que ce soit quels que soient les domaines d'intervention de la commune, jamais vous ne faites des propositions. Donc commencez par venir nous faire des propositions, et à ce moment-là, on pourra peut-être travailler ensemble. Inversez pas les rôles. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, on va prendre acte que le débat d'orientation a eu lieu. Pour une fois qu'il y a eu un débat, c'est quelque chose de bien, parce que les autres années, pas de débat, et là au moins il y a eu des échanges et je trouve ça très très bien. Donc on va voter, alors on vote pas le débat, hein, on vote le fait que le débat a eu lieu. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc adopté, merci.